Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette 24e et dernière session dès lundi de Ruralytique, initiée donc à l'automne dernier, pour permettre à toutes les bonnes volontés, à tous les porteurs de dispositifs de présenter leur action envers les jeunes, et notamment les jeunes ruraux, et notamment par des moyens bien souvent numériques. Ce soir, nous avons le plaisir de clore cette saison avec le conseil départemental du Cantal. Souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi tous les épisodes, on avait ouvert avec le campus connecté du Cantal, avec Betty Faure et Fabien Meldianowski. Et voilà, on boucle la boucle avec nos amis Sophie Carrière et Vincent Poyer pour parler de l'Europe. Parce qu'on peut dire l'Europe, l'Europe, l'Europe et sauter sur sa chaise comme un cabri, comme disait l'autre. Mais ça ne veut rien dire et ça ne mène à rien, disait-il. Eh bien, si, pour les jeunes, ça veut dire quelque chose, ils sont nés européens, ils vivent en Europe et peut-être ne savent-ils pas toujours ce que l'Europe fait déjà pour eux, peut faire pour elle et comment ils peuvent prendre finalement leur place dans un destin commun avec d'autres jeunes qui leur ressemblent dans 26 autres pays de cette belle union. Eh bien, ce travail de terrain, il est conduit par Sophie et Vincent, qui aident les jeunes Cantaliens à s'inscrire dans ce continent et à y projeter leur avenir et peut-être demain leurs amitiés. Donc, sans plus attendre, je vous donne la parole, Sophie et Vincent, pour nous présenter cette expérimentation Europe et numérique au service de la jeunesse cantalienne. Bonjour à tous, Sophie Carrière, Europe Direct Cantal. On est là donc avec Vincent pour vous parler de l'expérimentation Europe et numérique qui était donc au service de la jeunesse cantalienne. Et avant tout, je vais vous présenter en deux petits mots le service Europe Direct Cantal. Donc Europe Direct Cantal, c'est un réseau international européen qui est labellisé par la Commission européenne. Il est porté au conseil départemental par la direction éducation jeunesse, au service des cantaliens qui sont cantaliens, oui, et citoyens européens, bien sûr. Les citoyens peuvent par exemple rencontrer un expert lors de conférences organisées par Europe Direct, poser des questions pratico-pratiques, exemple, je veux étudier en Europe, de quelles aides je peux bénéficier, ou encore échanger sur l'avenir de l'Union européenne. En effet, Europe Direct organise des dialogues citoyens dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, par exemple. On a eu le dernier sur le pacte vert. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Vincent Poyer, je suis médiateur numérique pour Cybercantal Le Bus. Et donc, avant de vous présenter les détails techniques du projet, je vais vous présenter notre structure. En fait, donc, le département du Cantal, en 2019, a élaboré une stratégie de développement des usages et services numériques. Et dans cette stratégie, en fait, il y a un axe dédié à l'inclusion numérique. Alors, pour répondre à ces enjeux, en fait, le département du Cantal a mis en place 2 bus équipés pour porter les services au plus près des Cantaliens. Alors, ces actions sont déclinées principalement selon 3 axes. Une maison France Service itinérante qui va accompagner les usagers dans l'administration, dans l'exploitation des outils administratifs en ligne. Le portage des services départementaux au plus près des Cantaliens. Et en dernier point, un espace de médiation numérique itinérant. Et c'est dans ce contexte de médiation numérique que nous avons collaboré avec Europe Direct pour faire converger nos missions. Alors, en termes d'objectifs, donc ils sont clairement identifiés pour les 2 services. Donc on est 2 services du conseil départemental, bien sûr. Donc, il s'agissait de faire découvrir l'Union européenne, développer les connaissances informatiques et aussi découvrir la culture multimédia. En fait, il y avait un besoin émergent, c'était renouveler les outils d'animation Europe Direct, entre autres à cause de la situation sanitaire qui a amplifié les usages du numérique. Vous l'avez tous vu, pendant le covid, on a tous été hyper connectés et Europe Direct n'était pas forcément prêt à proposer des choses en ligne. Une envie commune aussi avec, le service médiation numérique, c'est de favoriser le faire ensemble à tous les niveaux, avec les acteurs du territoire, qui sont ici les collégiens par exemple, mais aussi entre les services. On a vraiment eu une transversalité qui était importante sur ce projet-là, il est vraiment coporté. Et voire, plus sur la transversalité comme on pourra le voir dans les pistes d'évolution possibles.
Donc le contexte, c'est une animation ludique et pédagogique. Elle est sur du temps scolaire et en groupe classe. Voilà, comme vous le voyez sur les photos. Un temps court qui est de 3 sessions de 40 minutes et il s'agit de donner envie. On ne forme pas de futurs ingénieurs ni des experts de l'Union européenne en 40 minutes. Donc le public jeune, ça suppose aussi une pédagogie et une approche adaptée. Il a fallu effectivement pouvoir proposer des ateliers à des élèves qui ont un parcours européen qui est peu développé. On est en début de collège. L'approche transversale, c'est l'Europe et le multimédia qui sont à égalité dans le projet. Il est présenté de bout en bout, ce n'est pas un produit fini. On va vous montrer ensuite le projet, mais il s'agissait de co-construire. Tout ça pour vous dire que ce contexte de transmission des savoirs est propice à un média qui s'appelle le jeu. Un média, un support peut-être. Alors, on s'est appuyé sur un petit jeu 2D extrêmement simple pour valoriser un petit peu notre projet. Alors, pourquoi on a choisi de s'appuyer sur le jeu vidéo? Alors, c'est très simple parce que déjà, le jeu vidéo, c'est un jeu. Même s'il est extrêmement simple, il permet de développer des connaissances, par exemple, ou de mobiliser ses capacités pour résoudre des problèmes. Alors ça, c'est un aspect qui est extrêmement positif dans le jeu, d'une manière générale. Voilà. Et le jeu vidéo, en fait, n'échappe pas à cette règle. D'accord ? Il faut savoir développer des stratégies, être capable de mémoriser. Donc ça demande, voilà, c'est tout d'abord un jeu. Ensuite, le jeu vidéo, ben déjà, c'est un langage commun qui est parlé par tous les jeunes. C'est-à-dire que tous les jeunes aujourd'hui, après les digital natives, ben, tous les jeunes sont capables de façon voilà, automatique d'utiliser une interface de jeu parce que ils sont imprégner un petit peu de culture numérique et notamment un petit peu du jeu. Peut-être un petit peu moins les filles, mais même les filles sont en capacité de gérer un petit peu toutes ces interfaces. Ensuite, le jeu propose, dans le cadre de notre projet, une interactivité. C'est-à-dire ça permet de rendre la session attrayante, d'échanger pendant la session et ainsi d'acquérir des connaissances, voilà, de façon voilà, interactive en fait. Voilà. Un autre point qui est important, c'est en fait la notion d'activité chez les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes ne vont pas avoir un comportement passif, ils ne vont pas être obligés d'être assis sur leur chaise à écouter pendant un temps assez long. Non, non. Pendant ce temps-là, ils vont pouvoir agir, voilà, et réagir voilà, aux commentaires voilà, de l'animatrice qui va leur proposer de découvrir certaines choses. Ensuite, le dernier point, eh bien, c'est simplement que le jeu permet différentes approches qui sont compatibles les unes les autres. C'est-à-dire ce jeu, on va pouvoir l'utiliser seul, jouer seul pour acquérir des connaissances, lire les contenus documentaires, regarder les images. On va pouvoir aussi, dans le cadre de l'atelier, jouer ensemble avec l'animatrice qui va utiliser justement ce jeu pour dynamiser la séance et faciliter l'appropriation des connaissances. Et puis après, ce jeu, justement, il va pouvoir, comme on le verra à la fin, être réapproprié, c'est-à-dire redistribué ou transformé afin de créer un nouvel objet, en fait. Voilà pourquoi, en fait, cette action est extrêmement intéressante au regard du jeu vidéo. Alors du coup, voilà venu le temps des présentations. Donc nous vous présentons Minda. Minda va partir donc en voyage dans l'Union européenne. Donc Minda, c'est un jeu de type RPG. Vincent développera les caractéristiques un petit peu plus tard. La version qu'on va vous présenter, c'est pas la version initiale, mais la version initiale a été enrichie au fur et à mesure des tests. Le jeu est vraiment modulaire et comme il s'agit toujours d'une expérimentation, elle n'est pas définitive, elle n'est pas finie, quoi. Voilà. La base du jeu, c'est d'explorer les pays pour découvrir le rôle, les actions et les possibilités offertes par l'Union européenne. Vous allez le voir tout à l'heure quand on voit la petite photo à droite. Il y a des petites maisons. Une maison ouverte égale une étoile gagnée. Quand on décroche les 12 étoiles, on a gagné. Les 12 étoiles parce que
les 12 étoiles du drapeau. On y aborde donc différentes notions, les institutions, la carte d'assurance maladie ou encore le programme Erasmus, pour vous donner une idée des points abordés. La deuxième possibilité sur cette carte, c'est d'utiliser les petits panneaux. Donc, vous le voyez toujours sur la petite carte, c'est des panneaux informatifs. Et ces panneaux permettent de découvrir du contenu supplémentaire sur les pays. Ce qui est intéressant dans ce contenu, c'est qu'il a été créé par les jeunes du collège du Plot. C'est-à-dire qu'ils ont fait un atelier de recherche documentaire dont on vous parlera tout à l'heure sur l'organisation. Et c'est eux qui ont créé donc le contenu, y compris le visuel. Enfin, vous avez un quiz qui permet de tester les connaissances. Et donc, à gauche, vous avez les étoiles et à droite, vous avez un score. Et quand la bonne réponse est donnée du premier coup, on a 3 points. Du deuxième coup, 2 points. Et du troisième coup, 0 points parce qu'effectivement, il n'y a plus d'autres possibilités. Donc, il y a plusieurs niveaux de jeu et plusieurs types de contenus. Alors, si on arrive à ouvrir le lien, faire une petite démonstration. Voilà. Il faut juste partager une autre fenêtre de votre écran. C'est-à-dire qu'il faut Vous ne le voyez pas? rouvrir le partage d'écran et pointer sur la fenêtre qui correspond à votre navigateur web. D'accord. Parce que là, effectivement, vous ne pouvez pas le voir, mais nous, du coup... Ah oui, d'accord. En fait, vous n'avez pas vu L'ouverture, non. On n'a pas vu l'ouverture de la page. D'accord. Voilà, là, on y est, c'est parfait. Ah, là, il est déjà ouvert. OK. Il faut repartir dans Minda. Là, c'est une Donc, je fenêtre repars qui dans Minda? tu es parti là dans le... D'accord. Ah, c'est bon. Alors, attends, parle pas parce que je vais rejoindre la terre ferme. Voilà. Alors, quand on rentre dans la petite maison qui représente Aurillac, on tombe sur Europe Direct, donc le service du conseil départemental qui est là pour initier et sensibiliser à l'Union européenne. Donc, pour en savoir plus, on va tomber sur une page qui donne des informations sur l'Union européenne. Et donc, sur le quiz, Vincent, s'il te plaît. Voilà, combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau européen? Donc, le suspense, c'est évidemment insoutenable puisqu'on a parlé qu'il fallait décrocher les 12 étoiles. Et donc, si on coche la bonne réponse, pardon, OK. On a une bonne réponse et on a une petite information. Voilà. Après, on peut aller sur le petit panneau en haut à droite, au-dessus de la Suisse, en Allemagne. Voilà. Et là, les collégiens, lors de l'atelier de recherche documentaire, ont choisi de représenter l'Allemagne par la chute du mur de Berlin. Et donc, vous voyez l'information, vous voyez la photo et les prénoms des jeunes, voilà, qui sont inclus dans le projet. Pour vous donner un petit... Et après, on peut aller à Bruxelles ou à Strasbourg, une petite ville européenne. Allez, Où tu veux. Allez. voilà. Et donc là, on a les institutions européennes pour replacer les contenus et comment fonctionne l'Union européenne. Voilà. Et si on donne la mauvaise réponse, voilà le quiz. Vincent a bien révisé avant de venir. Voilà, au bout de 3 réponses, on a l'information avec la bonne réponse. Donc voilà pour la petite démonstration. Et maintenant, sur la plateforme, je vais laisser Vincent vous expliquer le côté technique. OK. Donc, je vais revenir un petit peu voilà, dans le diaporama. Alors, en fait, pour développer la maquette du jeu, en fait, on a utilisé un logiciel qui s'appelle GDevelop. Ouais, super, très bien. Alors, en fait, nous avons utilisé ce logiciel. Attendez, je reviens. Voilà, je reviens sur GDevelop, qui est un logiciel open source et gratuit, en fait. Donc, l'intérêt d'utiliser cette plateforme, en fait, elle est nombreuse. Parce qu'en fait, déjà, nous, le produit qu'on a fabriqué avec Europe Direct, c'est un outil qu'on souhaite partager, bien sûr. On souhaite le transmettre à d'autres pour qu'ils puissent le réexploiter, le modifier, le transformer, voire utiliser celui qu'on a déjà réalisé ou créer de nouvelles choses. Alors en fait, on a de nombreux logiciels de ce type-là, mais celui-ci présente l'avantage déjà d'être open source et gratuit.
Il est très bien documenté et très bien suivi, c'est-à-dire qu'il a de nombreux utilisateurs. Donc, si on commence à utiliser cette application, on va pouvoir trouver de nombreux tutos, des ressources, etc. Une communauté importante. Autre avantage, c'est un outil multiplateforme qui permet de compiler les programmes réalisés dans différents environnements. Alors, en faire des programmes exécutables ou les diffuser sur le web, par exemple. Voilà, donc c'est très intéressant par rapport à ça. Un autre point, c'est que c'est un outil d'introduction à la programmation, en fait. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme Scratch, mais avec quand même un aspect productif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir produire, c'est-à-dire exploiter les résultats de vos travaux, en fait. Donc, c'est une programmation littéraire simplifiée, c'est-à-dire que vous n'avez pas de langage à apprendre. Ce qui est intéressant dans notre cas, puisque nous sommes dans la culture numérique, on essaie de transmettre les concepts, on n'est pas des centres de formation ou de développement. Donc, par le savoir-faire, en fait, avec un outil comme ça, on va pouvoir introduire les concepts de la programmation, comme les événements, voilà, les outils de comparaison, les boucles, etc. Donc, pour des jeunes, c'est très, très bien pour acquérir la culture un petit peu de la programmation. Alors, cet outil, bien sûr, il est suivi régulièrement, les mises à jour sont régulières, etc. Donc, d'un point de vue de sécurité, c'est parfait. Et c'est surtout qu'il est accessible à tous. Voilà. Et participatif. Voilà, et participatif, oui. Alors, pour vous donner une idée un petit peu de comment s'est déroulée l'organisation de ces ateliers, donc on a eu 3 ateliers donc de 40 minutes. L'exploration du jeu qui se faisait dans le bus à l'aide des tablettes, la recherche documentaire qui se faisait au sein de l'établissement scolaire, donc au sein du collège avec les outils numériques du collège, et la découverte de la programmation et de la culture numérique qui se sont faits dans une salle avec les outils du bus dans la salle. Donc les élèves ont pu toucher plusieurs supports et dans différents endroits avec 3 personnes différentes et tout ça en boucle. Voilà, on a fait tourner les ateliers. Tous les collégiens ont fait donc les 3 ateliers. Il s'agit donc d'éveiller la curiosité du jeune et de leur faire appréhender un univers, mais on a pu aussi aborder d'autres thématiques. Par exemple, sur la vérification des sources sur le net, vous voyez l'atelier documentaire, on peut parler de la lutte contre la désinformation. On vérifie toujours ses sources sur internet. Ça, c'est important. Dans le bus, alors là, vous ne le voyez pas de face, mais dessus, il a un gros panneau, un gros drapeau de l'Europe, parce que le bus, il a été subventionné par l'Union européenne, parce que l'Union européenne aide aussi les territoires. Et donc, il y a des petites ramifications comme ça qui peuvent être faites aussi à travers cet atelier pour parler d'Europe au quotidien. Hop, merci. Alors, le petit tableau pour vous donner une idée, donc c'était le côté pratico-pratique. Le contexte, c'était des petits groupes. Donc des petits groupes, vous voyez, le nombre de participants maxi, 5 personnes. Et ça favorise bien les échanges. De plus, il n'y avait pas d'enseignants attitrés sur les ateliers. Pas de notation, pas d'évaluation. Donc la parole se libère différemment. Donc on avait quand même des conditions optimales de réussite. Voilà. Voilà. Alors, on a vu que dans ces ateliers, dans cet atelier, pardon, on avait plusieurs objectifs. Le premier, bien sûr, c'est découvrir l'Union européenne d'une façon ludique, vivante et interactive. Et le deuxième point, c'est de découvrir également la culture multimédia. Alors, le croisement de ces deux objectifs, ça va nous permettre un petit peu d'alléger, un petit peu de rendre les choses beaucoup plus faciles pour les jeunes et beaucoup plus agréables, on va dire. Donc, à partir du jeu qui a été créé, dans le cadre de l'atelier justement dédié au multimédia, on a pu un petit peu décortiquer le programme qui avait été réalisé. Alors, on l'a décortiqué de différentes façons, en fait. On a regardé un petit peu pour programmer des éléments simplement. Donc, ce qui a permis aux jeunes de découvrir un petit peu l'interface de GDevelop et de voir un petit peu comment le jeu qu'ils avaient utilisé pour découvrir l'Union européenne avait été construit.
Mais en regard de ça, en plus, on peut découvrir tout un tas d'autres éléments qui sont liés à la culture numérique, comme la culture de l'image, qui aujourd'hui est extrêmement importante dans notre société. C'est-à-dire que tous les éléments du jeu ont été réalisés, sauf Minda, en 3D en fait, et exportés en images. Donc cet atelier, en fait, il nous permet de faire découvrir aux enfants la culture multimédia, d'accord, et de leur ouvrir un petit peu les portes, un petit peu de la technicité. Alors tout ça dans l'objectif d'une meilleure compréhension. C'est pas forcément pour qu'ils développent des connaissances techniques voilà, immédiates, mais simplement pour comprendre le fonctionnement à partir d'un travail qu'ils connaissent. C'est-à-dire ici, c'est le jeu. Voilà. Alors, comprendre les principes, voilà, par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Dans le jeu, vous avez une étoile. À chaque fois que vous rentrez dans une maison de l'Europe, vous gagnez une étoile. Eh bien, on a un atelier qui permet justement aux jeunes de voir comment on réalise cette étoile et comment on va l'insérer dans le jeu. Donc, on passe de la création 2D à partir d'une image simple pour l'intégrer dans un logiciel de 3D pour lui donner simplement du volume, donc c'est pas très compliqué, mais du coup on voit la transition entre l'image à plat et l'image en volume. Et ensuite, on va introduire la notion de timeline, de ligne de temps, dans laquelle on va pouvoir donner un mouvement à l'étoile, la faire tourner et générer des images, voilà, qui vont pouvoir être récupérées et exploité dans le jeu vidéo. Donc, vous voyez, là, on a une utilisation un petit peu transversale de ces outils de façon à amener les jeunes à la compréhension. Voilà. Et donc, à partir de ce petit jeu, Minda, donc, qui a été réalisé à partir, je le rappelle, d'un exemple tout simple sur GDevelop, eh bien, on va pouvoir aborder tout un tas de choses et les décliner en fonction du temps, du contexte, sur des projets longs, sur des projets courts, et s'adapter un petit peu au contexte et au public qui participera à l'atelier. Voilà. Alors, du coup, on a vu que pendant ces ateliers, on pouvait mettre les jeunes, les participants, en capacité de produire, de faire des recherches, de créer. Donc, on utilise pour ça la pédagogie de projet pour et par les jeunes, qui est chère au conseil départemental. Quand les jeunes s'adressent aux jeunes, ça parle bien. Donc, les jeunes créent du contenu à destination de leurs pairs. Et on se rend compte avec Vincent qu'il y a eu une réelle appropriation du projet par les participants qui ont trouvé du sens à cette expérimentation. Alors, on envisage des évolutions après cette première expérimentation, comme une déclinaison du modèle sur d'autres thèmes. Par exemple, en créant des nouveaux fichiers, on pourrait travailler sur la journée des langues et avoir Minda au Portugal, par exemple, puisqu'on pourrait le conseil départemental envisage un partenariat avec le Portugal. Si on faisait traduire les fichiers, les petits Portugais, depuis leur école, ils pourraient faire le même jeu que nous et on pourrait se retrouver à échanger sur une même expérience. On peut aussi envisager le partage du modèle avec le réseau national Europe Direct pour enrichir les informations. C'est-à-dire que là, on est parti sur une découverte des différentes facettes de l'Union européenne, mais on pourrait partir sur l'idée du pacte vert ou les dangers du numérique, qui sont des préoccupations chères à l'Europe, et utiliser cette carte-là pour aborder différentes thématiques. Enfin, le Centre Europe Direct, par exemple, sera doté de casques de réalité virtuelle. Donc, on sait qu'on peut travailler sur le numérique, donc avec Vincent. Donc, on pourrait envisager d'autres possibilités en dehors de la tablette et de l'ordinateur sur les casques de réalité virtuelle. Au final, voilà, Minda, c'était quand même une expérimentation qui prend pas mal de temps, mais très intéressante au niveau de la transversalité des services, comme on l'a déjà dit. Et il pourrait avoir aussi comme usage d'être l'outil idéal d'un échange de jeunes Erasmus autour des valeurs européennes, puisque on l'a déjà dit aussi, mais c'est la culture commune du jeu. Il permettrait de rassembler des cultures différentes autour d'un objectif commun, qui serait le communiquer, le vivre ensemble.
Et ça serait un prétexte pour fédérer les jeunes et les équipes, d'ailleurs, qui encadrent les jeunes aussi, les travailleurs de jeunesse, les enseignants, de différents pays ou horizons, qui serait une bonne illustration de la devise de l'Union européenne qui est unie dans la diversité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo à tous les deux. Merci infiniment. À la fois l'intérêt de ce que vous faites au quotidien et le respect du timing dans notre exercice. Alors, la parole est à la salle. Qui souhaite en savoir plus, témoigner, poser des questions sur vos territoires? Les jeunes et l'Europe, ça leur parle, ça leur cause? Qui veut prendre la parole? Ne me laissez pas tout seul, je vous en supplie. Brigitte Dubois. Vous pouvez allumer votre micro. Le micro. Ouais. Excusez-moi, c'est pas faute pourtant de le faire régulièrement, mais bon. Oui, mais non, comme ça. Oui, bonsoir à tous. Et je profite de cet échange qui ne réunit pas trop de monde pour poursuivre la discussion, pour saluer le travail qui est réalisé là. Je trouve vraiment intéressant et on est très preneurs, nous, de ce type d'expérience. Donc, s'il y a d'autres expériences de ce type-là qui sont développées et qui peuvent être à un moment donné rappelées par ceux qui nous ont rejoints ce soir, on est preneurs. Je trouve vraiment intéressant cet échange qui porte, ce travail-là qui permet vraiment d'associer les jeunes et de faire fonctionner, de faire travailler les jeunes sur des préoccupations qui devraient leur être quotidiennes quelque part, hein, parce que cette dimension européenne aujourd'hui, on est citoyen européen, on est citoyen effectivement dans une dimension qui doit les interpeller chaque jour. Et je trouve vraiment intéressant cette association-là qui les déconnecte finalement de leur réalité pédagogique classique, on va dire, sans jeter la pierre à quiconque, hein. On est sur une démarche qui est tout à fait novatrice en termes de méthode, où on mobilise des outils qui sont transversaux, qui sont issus d'univers différents. On leur permet de s'exprimer, on leur permet de chercher, de comprendre, de construire, d'apporter ces éléments-là de connaissances vis-à-vis de leur père. Et je trouve que c'est hyper responsabilisant. Et c'est vraiment le signal d'une grande confiance qu'on leur accorde. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à poursuivre. Donc, on est preneur aussi d'expériences de ce type qui pourraient être menées dans d'autres structures. Ce n'est pas un sujet facile pour les jeunes, ce sujet-là de l'Europe. On voit, nous, les débouchés que ça peut générer chez nous derrière en termes d'échanges à une échelle plus large de jeunes Européens. Et je trouve que c'est un bon point de départ. Donc voilà, je salue moi le travail des équipes par rapport à ça et je souhaite qu'il y ait vraiment des déclinaisons qui aillent au-delà du jeu, qui lui-même est très évolutif. C'est ça aussi l'intérêt. Voilà. Je laisse la parole aux autres Moi, personnes qui nous ont rejoints ce soir. J'ai plein de questions. J'étais en ligne en parallèle avec Guillaume Denisot, qui est effectivement responsable des questions numériques à l'Assemblée des départements de France. Je peux répéter, hein, je peux cafeter, Guillaume. Et je lui disais, est-ce que tu connais d'autres départements qui font des choses dans le domaine? Il m'a dit, ah, Joker. Parce que, effectivement, vous êtes peut-être en train de labourer un champ qui n'est pas encore beaucoup travaillé. Sébastien, juste, si je peux me permettre, en fait, c'est parce qu'on est séparés en plusieurs commissions Oui. au niveau de l'ADF et je n'ai pas interrogé spécifiquement ma collègue qui est en charge des questions européennes. Peut-être qu'il y en a qui font ce genre de choses. Mais je crois que c'était l'esprit effectivement de la question de Brigitte. C'était voilà, si tu peux la mettre en relation avec voilà, d'autres départements qui, au sein de l'ADF, portent des choses, ça peut être très sympa. Avec plaisir. Parce que là, il y a un engagement particulier qui est le numérique aussi, parce qu'il y a eu d'autres modalités d'intervention dans le passé, bien connues, hein. Mais en l'occurrence, là, il y a cette gamification finalement de l'Europe. Alors moi, j'avais une question, c'est par rapport au profil d'âge voilà, des jeunes qui embarquent dedans, qui jouent le jeu, où vous sentez que ça prend bien. Est-ce que vous voyez des différences? Le programme aujourd'hui est destiné à des enfants de quel âge? Je vais laisser répondre Sophie. Une patate chaude. Merci. Alors, pour l'instant, on le destine à des collégiens. Ouais.
puisque c'est aussi notre cœur de cible au Ok. département. Mais on l'a testé avec des jeunes en service civique Oui. aussi, qui ont cette culture du jeu tout pareil et qui sont pas toujours proches de l'Europe non plus. Donc qui nous ont permis aussi de voir ce qui fonctionnait et ce qu'ils savaient ou ce qu'ils savaient pas, ce qu'il fallait qu'on améliore dans l'information européenne. Puisque le but du jeu, c'est ça, c'est rapprocher l'Europe de ses citoyens, quel que soit l'âge. Et au final, les programmes scolaires font qu'il y a des trous dans la construction européenne, dans les missions de l'Europe. Même après 18 ans en service civique, on s'aperçoit que toutes les briques sont pas bien positionnées. Voilà. Mais la cible de début, c'est les collégiens. Alors, moi, je vais compléter ce que vient de dire Sophie. Je dirais même qu'en fait, là, voilà, la cible était les collégiens pour cette expérience, mais ce projet, vous pouvez le traduire à différents niveaux, au niveau des jeunes. C'est pas une question voilà, d'âge, parce qu'il suffit, par exemple, pour le numérique, de modifier les contraintes et de modifier les attentes. C'est-à-dire que là, au lieu de commencer simplement au niveau programmation, de faire simplement des expérimentations pendant 40 minutes pour aborder les concepts, on va aller plus loin avec des lycéens. C'est-à-dire que là, on va leur demander, voilà, c'est vous qui allez gérer entièrement la carte. C'est-à-dire, on va augmenter le niveau de difficulté. C'est un peu comme PIX, en fait. C'est adaptatif. Ces ateliers, en fait, on peut les prendre à tous les niveaux. On peut les prendre découverte, consultation, approche premier niveau où on va aborder simplement voilà, un concept technique à travers un exemple, Mhm. ce qui peut être fait avec des petits dans un temps court. Mais par exemple, sur une journée, on peut demander à des gens d'un niveau voilà, scolaire et d'un âge plus important, des contraintes techniques plus importantes, parce que j'allais dire, il n'y a pas de limite, mais presque pas. Et ce qui compte, en fait, c'est de considérer que cette technologie, elle est au service de la découverte de l'Union européenne et qu'on va employer la technologie en regard des publics qui seront associés à l'atelier et aussi aux objectifs de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, par le faire, ces jeunes, ils vont pouvoir découvrir l'aspect documentaire, en fait, les informations qu'on veut leur transmettre, et en même temps, avancer leur niveau technologique, entre guillemets, au niveau de la programmation, de la création multimédia ou de la culture numérique. C'est clair, il y a cette approche de double culture, clairement, enfin de double acculturation. Ça me rappelle quand on avait fait une formation ouverte à distance pour des maçons, c'était il y a 14 ans avec le Conseil régional d'Auvergne. À la sortie, il y en a un qui avait 37 ans, qui était le doyen de la promotion, qui nous a dit « Moi, j'ai passé 2 diplômes. » Il n'avait jamais vu un ordinateur de sa vie. Il m'avait dit « Je suis devenu maçon et je suis devenu informaticien. » Donc là, mais effectivement, blague à part, ce vecteur du numérique permet sans doute de rendre les choses plus engageantes. C'est un point que vous avez souligné tous les deux, et Brigitte l'a rajouté d'ailleurs, c'est faire avec et leur faire faire, c'est-à-dire les engager. Est-ce que vous pensez que le fait de passer par des outils numériques est un vecteur qui favorise cet engagement et voilà, cette présence à l'esprit, en tout cas cette concentration et cette implication finalement dans la connaissance? Alors moi, pour ma part, je pense que le numérique, c'est uniquement un outil. Et c'est un Mhm. outil qui, au départ, présente pour des jeunes un univers commun. Donc on n'a pas besoin de reprendre ça, on n'a pas besoin, on gagne du temps, entre guillemets. C'est un Ils langage, ont en déjà ça fait. en partage. Pardon? Ils ont déjà ça en partage, donc ils sont en terrain C'est de… ça, Ouais. c'est ça. Et alors, ils n'ont pas la technicité, mais ils ont la culture Mhm. numérique. Donc à partir de là, ça crée, si vous voulez, un lien commun, déjà entre eux, et puis entre nous. Puisque là, on ne va pas être dans une notion verticale, puisqu'en fait, ce que fait Sophie pour transmettre ces informations, ces ressources, eh bien, en fait, elle va utiliser leur média, en fait. C'est le média du jeu. Et donc, fatalement, elle se propose comme guide plutôt que comme professeur. C'est ce qu'elle disait tout à Oui. l'heure. Hein. Oui. Il n'y a pas de contrôle à la fin. On est dans un temps court, c'est le contexte. Donc, il faut qu'elle arrive à transmettre ce qu'elle souhaite leur transmettre
Et voilà, avec toutes les contraintes qui sont liées justement à un temps court, un nombre d'élèves important. Voilà, parce que si vous mettez 19 élèves dans une salle et si vous en mettez 5, la relation entre la personne qui va transmettre et les jeunes est totalement différente. D'un côté, vous avez la petite famille et de l'autre côté, vous avez le groupe, entre guillemets. Donc la relation n'est plus la même. Et en plus, s'il y a une relation qui est commune avec un jeu et qui permet d'interactivité, la communication au sens large du terme se fait beaucoup plus facilement. Donc je pense que les informations vont mieux circuler, voilà, Mhm. et qu'on va avoir plus d'échanges et donc plus de réception. On va plus stimuler d'un point de vue neuronal, tout ça. Je pense qu'il me semble que c'est tout à fait gagnant-gagnant. Le caractère mobile de l'initiative, est-ce que il y a des différences perceptibles entre les interventions que vous pouvez faire soit à Aurillac, soit dans un milieu plus profondément rural? Alors, on n'a pas encore le recul nécessaire parce que le Covid, ça vous a pas échappé pour intervenir avec des groupes, c'était un peu compliqué ces derniers temps. Le quoi? Le quoi? Voilà, donc non, l'expérimentation, elle est pour l'instant restreinte sur le terrain puisqu'on a pu utiliser le jeu 2 fois. D'accord. Mais ça va reprendre en septembre, voilà. Mais Sébastien, pour compléter ce que dit Sophie, le jeu, il a été expérimenté dans un petit collège, un tout petit collège rural. Tout ça? Et finalement, à Plot, collège de À Plot, Plot, donc c'est entre d'accord. Mauriac et Aurillac. Et donc, ça montre bien tout l'intérêt de cet outil, pour revenir à la question sur la pédagogie et le mode d'apprentissage avec un outil qui est différent de celui qu'ils ont l'habitude de connaître et pour lequel, comme le dit Vincent, ils ont une culture commune. Ça doit interpeller malgré tout, parce que finalement, sur ce petit collège, on a eu une grosse mobilisation de tous les élèves, de toutes les équipes, des enseignants. Ça fonctionne très bien. Les contenus, on peut se le dire nous-mêmes, quelquefois les contenus véritablement sur les données techniques, sur l'union ou sur les dispositifs, c'est pas non plus toujours très rigolo. Ah non. N'empêche que là, les enfants y ont trouvé un intérêt, les jeunes y ont trouvé un intérêt. Donc ça montre bien, et ça rejoint la question des usages du numérique, notamment du numérique éducatif, ça rejoint toutes ces préoccupations-là. Comment on adapte à un moment donné, comment on peut ou pas, si on a la volonté ou pas, la capacité, comment on adapte la pédagogie à ces outils-là et quel impact ça a sur les enfants. Enfin, on en a souvent parlé, quelles évaluations on a par rapport à ça. On constate quand même là, à cette petite échelle, que c'était un collège très rural, donc des enfants de village, hyper impliqués, très investis, très motivés, et sur le fond et sur la forme. Donc ça pose question, quoi. Et en même temps, ça fait plaisir. Petite information supplémentaire, c'est une prof d'anglais en fait qui nous a sollicité pour animer cet atelier. Voilà, D'accord. donc c'est pas anodin non plus, c'est quelqu'un d'ouvert sur d'autres pays. Ouais. Ah non, c'est une très très belle histoire. Et c'est vrai que voilà, ce serait intéressant de suivre. On a toujours envie, mais c'est souvent très difficile à faire, mais de suivre les parcours de jeunes qu'on a accompagnés sur des sujets particuliers pour voir si ça a eu un impact dans leur vie. Et il est certain que ça peut en avoir. Est-ce que vous avez des verbatims, des réactions de jeunes voilà, qui vous ont glissé un mot à la fin de la session, enfin des choses qui vous ont marqué, des réactions, des petites phrases? Est-ce que c'est quelque chose voilà, des choses qui vous sont restées lors de ces sessions, même si peu nombreuses pour le moment? Alors, quelque chose de très très simple, mais en fait, se trimballer sur la carte de l'Europe, ça leur a permis de voir où étaient les pays et on a Mhm. eu anecdotes genre, «Ah parce que, la Slovénie, c'est un pays de l'Europe». Voilà, Mhm. mais le fait d'y aller, de trimballer Minda, d'aller voir la petite maison, Ouais. de revenir, voilà et au final, il y a 12 étoiles à trouver et ils n'en trouvaient que 11 parce que la dernière, la dernière, il y a pas d'ordre, mais il y en a une qui est au Portugal et en fait, l'écran est décentré et ils ont tourné et: «Si, si, on a vu tous les pays, mais si, si, madame, on a tout fait» et en fait, non. Voilà, il a fallu qu'ils cherchent, qu'ils recherchent et qu'ils arrivent jusqu'au bout pour décrocher la 2e étoile et ils se prennent au jeu. Je pense que maintenant, ils savent tous que le Portugal est dans l'Union européenne. Voilà, c'est un fait. C'est une petite anecdote qui les aura marqués. Et c'est vrai que ça matérialise plus qu'une carte statique, le fait de se promener sur la carte et de traverser des frontières. Enfin, il y a aussi cette idée qu'on traverse librement les frontières.
normalement. Mais on traverse, c'est la libre circulation des biens et des personnes qui se matérialise dans ce jeu. Ça va assez loin finalement. Oui, mais quand on parle de mobilité internationale, ça devient là assez Concret. visible. Ouais. Après, il y a une notion dans le jeu. Alors, si vous avez regardé, c'est pas une vraie vue isométrique, parce que normalement, en RPG, voilà, bon, il y a différents modes de navigation, mais là, on est censé être en vue isométrique pour le personnage. Donc, la vue isométrique, c'est au-dessus à 45 degrés à peu près. D'accord. Mais si vous regardez bien, la carte, elle n'est pas en vue isométrique. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on la met en vue isométrique? Mais on a dit non, parce que finalement, c'est un jeu. Vous imaginez que ce petit personnage, en fait, déjà, on est tronqué, quoi. On est dans l'imaginaire, parce que lui, il est en vue isométrique, mais la carte, elle est à plat. Et l'idée, c'est une personne qui se déplace sur une carte, voilà, déroulée à plat, quoi. Voilà. Finalement, c'est pas grave, c'est pas l'objectif. Ce Non, qui par contre, compte, c'est on l'aurait mis en vue isométrique, on perturbait les repères habituels qu'on a sur la figuration de ce continent. ça, exactement. Et puis du coup, voilà, c'est un petit côté décalé, j'allais dire un petit peu. Voilà, c'est dissonant. Mais voilà, c'est comme en musique, la dissonance, ça peut être extrêmement intéressant, quoi. Ça éveille l'attention, voilà. Donc, ce qui compte, c'est ce que disait Sophie par rapport aux ressources, c'est qu'en se déplaçant, c'est-à-dire en agissant, en fait, on ait l'impression de se déplacer dans une vraie carte, mais qui est à plat. Donc, c'est extrêmement amusant, quoi. Ça marche. Est-ce qu'il y a des réactions, des témoignages, Michel, Marcel, Jean? Non, pas à ce stade. Je comprends. Souvent, Michel, Jean et Marcel, Marcel publie des choses sur Educavox, qui est, vous le savez, le site web de référence des professionnels de l'éducation et du numérique, qui est porté par l'ANAE, Association nationale des acteurs de l'école. Et Marcel et Michel Lorisergue, qui pilotent Educavox, nous font un papier chaque semaine pour cette communauté. Donc, je pense que votre initiative rayonnera aussi à destination des enseignants, de la communauté enseignante. Et vous le disiez il y a un instant, c'est une professeure d'anglais qui vous a mobilisé sur ce dispositif. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que là, vous retrouvez… Alors, bon, on a une quatrième vague qui se présente, peut-être. On est dans ce schéma d'incertitude, mais hors quatrième vague, qu'est-ce qui est prévu en termes de calendrier d'intervention sur l'année scolaire 2021-2022? Alors, il n'y a pas de calendrier préétabli, puisqu'il faut que les collégiens fassent leur rentrée. Donc, on a Oui, rencontré les partenaires, les collèges, les lycées, d'accord. les associations de services civiques, par exemple. On est en temps de, comment dire ça, de planification pour l'année scolaire d'après. Donc, je ne vous donnerai pas un calendrier. L'idée, c'est de pouvoir expérimenter à nouveau ce jeu dans sa version un petit peu plus élaborée, donc la dernière que vous avez vue, et de pouvoir rajouter des panneaux. Aujourd'hui, on a 12 maisons, 12 étoiles. Pourquoi pas faire une maison par pays, donc jusqu'au 27, qui nous permettrait de rajouter du contenu et de faire la totalité de l'Union européenne, puisque là, on est quand même un peu incomplet. Oui, l'idée, c'est effectivement de manière itérative d'améliorer le concept et de le partager plus largement. Vous aviez évoqué les services civiques tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont dit que bah, tiens, ça les brancherait bien finalement de bouger? Est-ce que vous avez l'impression que ça leur a ouvert des perspectives? Oui, il y en a. En termes de mobilité Oui. internationale, oui. Dimitri a fait une Ouais. demande, il y en a un Le qui a fait une corps demande. européen de solidarité, Ouais. tout à fait. Ouais. Sur les 20 de cette année, avec qui on était en contact, il y en a 3 qui ont fait une demande de corps européen de solidarité. Tout à fait. Ah oui, Parce que c'est devenu concret, l'Europe pour eux. et à la fois concret et accessible. Oui, et puis c'était devenu aussi pour eux. On pouvait en parler librement et c'était pas réservé aux jeunes qui faisaient des études. C'est aussi des sujets qu'on aborde dans ces cas-là. Il y a une des maisons qui parle du programme Erasmus et voilà, s'il y a des questions, ça permet d'aller plus loin et de dire que c'est aussi pour tous. C'est super, c'est un très, très, très bel impact.
Moi, je voudrais compléter ce qui me semble le plus important en fait dans ce projet et ce qui est très beau, c'est sa transversalité en fait. Parce qu'en fait, on a de nombreuses transversalités en fait. On a déjà une transversalité entre services, puisque là, on a la direction de l'action jeunesse, le service innovation et numérique qui se mobilisent ensemble vers un objectif important qui est la jeunesse et convergent. Il y a une transversalité entre justement la mission Union européenne, Europe Direct, et les enseignants, le monde de l'éducation, parce que ça, c'est aussi un travail collaboratif, d'accord? Il y a de la transversalité au sein même des équipes, puisqu'on a animé cet atelier à 4 personnes, parce qu'en fait, on était 3, mais il y avait aussi l'animateur chauffeur qui était présent. Ça permet de créer du lien, et je pense que cette notion de création de lien, elle est, à mon avis, c'est ce qui fait l'essence même. On parle beaucoup de Fab Lab, on l'évoquait tout à l'heure avec Madame Dubois. Je pense que le Fab Lab, c'est pas que pour fabriquer des objets, c'est fait pour avoir des idées, c'est fait pour relier les gens ensemble, les fabriques de territoire notamment. Vous voyez, on voit bien que cette notion humaine de lien, 1 + 1 = 3, hein, c'est ça. Hein. Et donc, c'est gagnant-gagnant, c'est tout le monde y trouve, tout le monde est gagnant, quoi, en fait. Et donc, on peut poursuivre dans les évolutions la transversalité avec les autres structures, par exemple, de la région Auvergne, hein, les centres Europe. Pourquoi pas une transversalité avec d'autres pays? Voilà, c'est ce qui est le plus important dans ce projet. Et la notion du faire ensemble. On part sur un principe documentaire, c'est-à-dire acquérir des connaissances, et puis tout de suite, on y passe par les savoir-faire, le faire ensemble. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a des liens entre ce programme, enfin, je veux dire, quand on intervient dans un collège, on intervient aussi sur un territoire. Je sais que le lien était très fort entre le département, le conseil départemental et les mairies. Est-ce qu'il y a des rebonds, des choses, est-ce qu'à un moment donné, les maires ne vont pas vous demander de faire des petites interventions dans le périscolaire et puis essayer de revitaliser leurs éventuels jumelages? Est-ce que c'est des discussions que vous avez avec les associations de maires ou c'est tout à fait prématuré? Alors, Europe Direct intervient dans les collèges, mais pas que. Donc, Ouais. c'est un service libre et accessible à tous les citoyens du Cantal. On intervient dans les médiathèques, on intervient effectivement dans les centres aérés, dans les centres sociaux, mais aussi sur d'autres animations, sur le challenge mobilité, par exemple, qui vont se passer dans la rue. On peut aussi être présent. Donc ça, en termes de panel de public, c'est très large. Après, grâce au bus, on peut aller dans tous les endroits, y compris les communes les plus reculées du Cantal. Et ce type de jeu qui se joue sur tablette peut être utilisé dans le bus sur un marché ou sur une session France Service. C'est Ouais. des choses qui peuvent s'envisager quand ça sera stabilisé la version. Aujourd'hui, la version, elle est pas accessible à personne. C'est nous qui la Oui, proposons sur votre site à web. un groupe défini, quoi. Elle n'est pas en ligne pour tout le monde. Mais effectivement, c'est un outil. On utilise déjà le bus pour faire des débats citoyens sur le parc, comment ça s'appelle, à la station du Luran, par exemple. D'accord. Voilà. À la sortie du ski, les gens peuvent nous trouver avec le bus numérique et un ciné-débat autour de l'Europe. D'accord. Et quelque part, on ne pourra que se réjouir justement si les territoires réagissent et souhaitent se l'approprier et le positionner dans le cadre d'un projet pédagogique à l'échelle d'un territoire plus large que le seul collège. Donc au contraire, on ne pourra que se réjouir de ça. Le travail, vous le voyez, le travail que réalise et le bus avec Vincent et le CIED là, de terrain, c'est quelque chose qui là aussi est amené à se conforter, à se développer, à se construire. On a toute l'attitude, on a carte blanche. Donc au contraire, on est preneur. Et toute initiative, toute demande qui serait exprimée auprès de nous, on se ferait un plaisir de pouvoir trouver des solutions pour y répondre. Et en me mettant à la place d'un département qui voudrait vous imiter, aujourd'hui, le schéma de financement, c'est lequel? Parce qu'on parle d'Europe. Comment sont financées les structures Europe Direct Cantal? Vous avez dit qu'il y en avait environ 49 en France. Comment ça marche? Je connais pas, enfin, moi, je connais les fonds FEDER, je connais les fonds Interreg, mais c'est quel type de financement et quel type de levier que vous utilisez pour ça?
Alors, le réseau Europe Direct, c'est sous un format d'appel à projet. La Commission européenne lance un appel à projet dans les 27 pays de l'Union et les structures y répondent si elles le souhaitent. Et ensuite, on est sélectionné ou pas et labellisé en tant que centre Europe Direct. Donc, nous, on est labellisé depuis 2003. Ah oui, Et là, on est labellisé pour 5 ans depuis le 1er mai de cette année. Donc, on part pour 5 ans devant nous de travaux conjoints sûrement avec Vincent, entre autres, puisque le bus de Vincent est lui-même subventionné par des fonds européens en termes d'aménagement du territoire. Donc voilà, l'Europe est présente à double titre en termes de contenu et en termes de moyens, on va dire. et ça veut dire que Mais vous, Sophie, Europe Direct Cantal, vous avez votre propre budget, vous avez vos propres moyens de financement pour oui, conduire on une touche une mission. subvention de la Commission européenne pour faire fonctionner Europe Direct. Tout à fait. D'accord. Il y a Oui, des Europe Direct, des fois dans des conseils départementaux, dans des mairies, dans des associations. À Paris, c'est la Maison de l'Europe qui le porte, par exemple. Je ne sais pas où vous êtes situé. Non, moi, je suis à Chantelle, dans l'Allier, et je n'ai pas connaissance Dans l'Allier, il est au conseil départemental de l'Allier. Vous allez voir notre collègue Anne-Gaëlle, qui est à la Ok, direction des relations internationales, et c'est la même chose. ok. et juste pour compléter, il y a effectivement les fonds de la représentation de l'Europe en France qui financent aux 3/4, on va dire, hein, Ouais. les projets, le fonctionnement d'Europe Direct, et il y a les conseils départementaux ou les structures qui hébergent, qui contribuent, qui complètent le financement. Vous abondez aussi. Le département C'est abonde ça. aussi. Mm. D'accord. Mm. C'est Michel, pas autosuffisant. Michel Chariot a une question ou un témoignage à porter vers nous. Il a levé la main. Oui, alors c'est pas un témoignage, c'est une question. C'est en fait dire que tout cela est effectivement très intéressant et c'est certainement dommage que l'on soit aussi peu aujourd'hui à suivre cette expérience. Et ma question, en fait, elle rejoignait les dernières phrases que l'on vient d'échanger, c'est-à-dire est-ce que l'on a Europe Direct dans chaque département, puisque bien sûr, dans l'immédiat, pour moi, c'est plutôt au niveau de ma commune, mais j'y vois plein de possibilités de développement, puisque on a effectivement des tablettes dans nos écoles, il y a les ordinateurs le cas échéant, et ça peut être extrêmement intéressant de travailler avec les instituts pour adapter le jeu à des cours primaires ou comme ça. Je pense que c'est tout à fait possible. Les questions sont d'un niveau tel qu'on peut y intéresser certainement des enfants de 6e ou de 5e, mais également des enfants de primaire. Donc, moi, je suis vraiment très content et je regrette à l'instant de ne pas avoir quelques jours devant moi pour dire on va développer un truc dans la commune pour intéresser nos jeunes, quoi, et adapter le jeu à des conditions locales. Voilà. Merci Michel pour ce retour. Vous êtes où déjà, Michel? Vous êtes sur quel territoire? C'est la Seine-et-Marne. Oui, Seine-et-Marne. Voilà, c'est ça. Effectivement. Donc, oui, le Cantal, là encore, dès 2003, intègre cette dimension et candidate à une structure labellisée. Donc, c'est encore pionnier, comme d'habitude. Je vais vous mettre, Monsieur Chariot, je vais vous mettre dans la discussion les points de contact Europe Direct pour que vous trouviez le plus proche de chez vous. Ah non, à tout le monde. Pardon. Non, et pendant que Sophie met les liens, moi je voudrais confirmer ce que disait M. Chariot, c'est que cette maquette, en fait, elle peut être adaptée à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez enlever tous les points d'information qui sont présents sur la carte et refaire, par exemple, vos propres points d'information. C'est-à-dire vous réexploitez le matériel à votre convenance
Et puis après, vous fabriquez vos propres data, voilà, vous faites votre propre carte. Et tout est possible en fait. Et donc, en fonction du niveau des jeunes qui vont s'impliquer dans le petit projet local, eh bien, vous allez pouvoir mettre les infos à leur portée. Voilà. Donc, je pense que c'est tout à fait possible, tout est envisageable. Eh bien, c'est parfait. Donc, il y a un Europe Direct à Melun, Monsieur Chariot. Ah, Ok, ben c'est parfait. Je pense on va tâcher de les. Alors, je voulais dire, mais c'est simplement pareil, ça n'a pas de lien direct avec ça. C'est que la région Île-de-France, qui nous concerne donc, a longtemps été considérée comme un peu à part de l'Europe, entre guillemets, dans la mesure où seuls quelques projets sociaux pouvaient être subventionnés, ce qui fait que on ne sent pas une folle passion pour l'Europe au niveau des collectivités. Et aujourd'hui, les choses ont changé puisque on a des programmes leaders, on a du feeder, ça commence à venir et on voit bien que on rame vraiment beaucoup pour intéresser les intercos et les communes à des programmes européens dont ils ont été privés pendant longtemps et donc ils ont appris à vivre sans, quoi, en fait. Et c'est sans doute dommage. Mais ça, c'est une réflexion beaucoup plus politique, beaucoup plus large qui dépasse le cadre du jeu qui nous concerne cet après-midi. oui, clairement, il y a eu, cette période nous a poussé potentiellement à pouvoir nous rétracter, mais c'est le pire réflexe. Et merci aux équipes d'Europe Direct Cantal et au département du Cantal d'avoir montré que voilà, on peut porter cet esprit d'ouverture et cet esprit sans frontières qui est celui de l'Europe depuis les pères fondateurs. Merci beaucoup et bravo. On arrive au terme donc de ce 24e épisode des Lundis de Ruralitique. La suite, vous la connaissez, la suite c'est dans un mois et demi, un peu plus. C'est les 24, 25 et 26 août à Aurillac, dans le Cantal, pour une édition dédiée à la jeunesse rurale Avenir Égal et qui va mobiliser l'ensemble des élus au plan national sur tout ce que nous pouvons faire dans nos territoires pour favoriser l'épanouissement de nos jeunes, pour garantir qu'ils auront les mêmes chances que partout ailleurs, voire peut-être même un peu plus. Ce sera vraiment notre mission cette année. C'est la première fois qu'on fait une édition thématisée. Et on voulait la faire l'an dernier, mais finalement, on a fait une édition Covid, allez savoir pourquoi. Mais on tenait vraiment à le faire. Et je crois que là encore, avec nos partenaires du département du Cantal, on voit que c'est un dossier qu'ils ont déjà commencé à activer depuis un certain temps. Et on les en remercie parce que, voilà, je vous rappelle la copie, 40% des jeunes bacheliers ruraux renoncent aux études supérieures, trop loin, trop cher, ou peur d'être pris pour des ploucs. Alors que je vous rappelle également que ces bacheliers du monde rural ont en moyenne de meilleurs résultats que les bacheliers des aires urbaines. Donc on appelle ça un énorme gâchis de matière grise et un gâchis d'avenir, alors que les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui de leur ouvrir des perspectives tout à fait extraordinaires et de pouvoir se former au pays, s'épanouir au pays, et puis partir, et puis revenir, et être dans ces mobilités dont on a parlé. Rien ne doit leur être interdit, rien ne doit les bloquer dans la recherche de leur épanouissement. Ils ne doivent pas s'épanouir par défaut en fonction de ce qu'il y a juste à côté, parce qu'en fait, avec le numérique, tout est à côté, tout est à portée de main. Et s'il y a un département qui a compris ça dès 1998, je vous rappelle, à l'époque, on avait encore le Minitel et les Américains créaient Google, et ben, c'est le Cantal. Donc, ce n'est pas par hasard que Ruralitique est dans le Cantal. Et ce n'est pas par hasard qu'on a fait l'ouverture et la fermeture de ces lundis de Ruralitique avec nos amis du conseil départemental. Voilà. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Faites attention à la 4e vague. Je ne vous dirai pas vaccinez-vous. Je n'ai pas l'autorité pour vous le dire. Mais moi, j'ai mes deux vaccins. Et puis, voilà. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et vraiment, je compte sur vous pour nous retrouver en vrai, en physique, en chair, en os, au Centre des Congrès d'Aurillac le 24, 25 et 26 août.
Voilà. Merci pour tout. Et à très vite. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.